Donc bienvenue à tous. Donc, je vais vous présenter quelques photos de Caroline du Nord. Donc, je suis parti au mois de juin cette année en voyage 3 semaines là-bas. Enfin bon, il y a un peu Caroline du Nord, Caroline du Sud. Voilà, c'est un peu les deux. Il y avait des plantes intéressantes dans les deux États. Donc la Caroline du Nord est située au sud-est des États-Unis. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'est et par la Caroline du Sud et la Géorgie au sud. Par le Tennessee à l'ouest et par la Virginie au nord. Donc il y a un peu plus de 10 millions d'habitants dans cet État. Raleigh est la capitale d'État et Charlotte la ville la plus peuplée. C'est l'une des 13 premières colonies qui fondèrent les États-Unis. Et elle tient son nom, donc Caroline, du latin Carolus, Charles, en l'honneur du roi Charles Ier d'Angleterre qui est à l'origine de la première concession en 1629. Donc le point culminant de la Caroline du Nord est le mont Mitchell à 2038 mètres. Alors ici, vous avez Stone Mountain, le sommet fait 700 mètres d'altitude. C'est un parc de 58 km² et c'est un dôme de granit de l'âge du Dévonien. Voilà, donc vous allez en détail. Donc on peut faire le tour du dôme. Donc voilà, alors c'est assez intéressant. Alors voilà, donc on passe déjà par la forêt. Donc des forêts de rhododendron, c'est en général le rhododendron maximum, qu'on verra plus tard. Alors là vous avez une plante intéressante, c'est Diphasiastrum digitatum, donc c'est de la famille des Lycopodiacées. Donc c'est une plante qui mesure une trentaine de centimètres avec des feuilles persistantes, et c'est l'espèce de Diphasiastrum la plus commune aux États-Unis. Donc on va la trouver dans les forêts sèches d'Amérique du Nord. Aussi au Canada et donc de la Floride au Canada. Donc voilà, alors dans certaines cultures, les spores sont censés être aphrodisiaques et lorsqu'ils sont jetés dans le feu, les spores ils s'enflamment avec un éclair lumineux. Donc ce qui renforce le pouvoir magique de la plante. Voilà. C'est en fait feu de tout flamme. Donc là vous avez le rhododendron maximum. Donc un rhododendron qui peut atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Il fleurit de mai à juillet. Donc les fleurs sont rose pâle à blanche, avec des taches vertes sur le pétale supérieur. On voit ici. Alors lui on va le trouver sur des sols acides et frais, aussi bien au soleil ou à mi-ombre, et dans des stations humides près des cours d'eau. Au bord des tourbières et ainsi que près des marais, aussi bien que sur les coteaux. Et on va le trouver jusqu'à 900 mètres d'altitude. Alors là, vous avez Chimaphila maculata. Donc, selon Cronquist, c'était une pyrrolacée et maintenant ça a été rangé avec l'APG3 dans les éricacées. Donc, c'est une plante de 10-25 cm au rhizome traçant, avec des feuilles dentées épaisses et persistantes, avec la face supérieure panachée de blanc. On a une inflorescence terminale de 1 à 5 fleurs qui sont aussi penchées avec des pétales blancs ou rosâtres. Et elle fleurit de mai à juillet. Et sa vie sur sol sableux et acide, on va la trouver dans les forêts sèches à l'est du Canada, sur toute la côte est aussi des USA, ainsi qu'au Mexique. Donc ça j'en ai vu dans plusieurs endroits là-bas. Là vous avez le Galax urceolata, donc c'est une plante qui est assez connue des fleuristes, ils s'en servent beaucoup pour le feuillage. Donc ça c'est une plante de la famille des Diapensiacées. Donc c'est une plante tapissante avec des rhizomes traçants et des racines rouges. Les feuilles sont assez coriaces. Et les tiges florales peuvent faire 80 cm. Donc là vous avez un détail de la fleur. Les fleurs donc sont blanches, donc en grappe. Et lui donc ça fleurit de mai à juillet. On le trouve sur les sols sableux et acides, et ainsi que dans les aussi comme le Chimaphila dans les forêts sèches, les bois clairs. Et on va le trouver surtout en montagne. Donc à ombre ou à mi-ombre, et c'est une plante qui résiste à moins 20 degrés. Voilà, alors là vous avez un détail des fleurs.
Alors, en Caroline du Nord, il y a beaucoup de Rexia. Donc, c'est une plante de la famille des Mélastomacées. Donc, c'est celui-là, donc c'est Rexia mariana. Donc, lui, il va atteindre 80 cm. Il a des fleurs violettes à rose pâle. Lui, on va le trouver dans les pinèdes humides, ainsi que dans les prairies humides et les abords de marais, toujours sur sol acide, glaiseux ou sableux. Donc lui, on va le trouver de l'État de New York jusqu'à la Floride. Alors aussi, il y a pas mal d'hypericum aussi en Caroline du Nord. Donc là, on a Hypericum prolificum. Donc c'est un petit arbuste aux feuilles caduques qui peut mesurer 90 cm. Il a des ramifications denses et dressées, avec un feuillage vert foncé. Il a des grandes fleurs jaunes solitaires ou en grappes peu fleuries. On va le trouver dans les bois sablonneux et ouverts, ainsi que dans les prairies et les pentes d'infiltration du centre et au centre et à l'est des États-Unis. Alors là, un arbre qu'on connaît, donc l'Hériodendron tulipifera, donc là c'est un petit jeune. Donc c'est un arbre qui mesure de 40 à 60 mètres à l'état sauvage. Donc les feuilles ont vraiment une forme très caractéristique qui vire au jaune-orange à l'automne. Oui, en ce moment ils sont tout jaunes. Donc alors lui on va le trouver à l'est donc de l'Amérique du Nord. Et autrefois on extrayait donc de l'écorce un stimulant cardiaque. Et maintenant il est utilisé en ébénisterie pour les aménagements intérieurs. Voilà, donc là il y en a énormément là-bas, il y a des forêts avec le rhododendron, puis beaucoup de l'hériodendron. Voilà, alors là vous avez, alors là c'est les Blue Ridge Parkway, donc c'est une route panoramique qui fait environ 755 km donc de longueur, et elle traverse la Virginie et la Caroline du Nord. Alors voilà, alors moi j'ai pas eu de chance parce que le matin je l'ai prise trois fois on voyait rien, on voyait pas à 10 km à peine, enfin même pas à 2 mètres d'ailleurs sur la route, et puis en fin de journée ça s'éclaircit. Donc c'est une route vraiment où il y a beaucoup de motos, de camping-cars, voilà, il y a énormément de panoramas à regarder, c'est vraiment plutôt sympa. Alors aussi, l'Amérique, c'est aussi la nation des Asclepias, il y en a beaucoup. Donc là vous avez Asclepia syriaca. Donc c'est une plante vivace au rhizome traçant et robuste qui peut atteindre 2 mètres. Elle a des feuilles lancéolées grisâtres avec des poils au revers et elle fleurit en ombelle arrondie, donc elle est composée de fleurs parfumées. Ah bah, ça sent vraiment super bon, c'est vraiment très agréable. Les pétales sont obtus en capuchon. Elle fleurit de juin à août. On la trouve dans les forêts, sur les bords de route et ainsi que les terrains en friche. Donc on va la trouver de la Caroline du Nord au Kansas et ainsi qu'en Géorgie jusqu'au sud. Et donc c'est une plante qui résiste à -25. Donc c'est aussi l'hôte des monarques, les papillons monarques. Alors là vous avez Aletris farinosa, donc c'est une plante de la famille des Nartessiacées. Alors j'ai découvert beaucoup de familles que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une vivace rhizomateuse qui a une rosette de feuilles basales avec une tige florale qui peut mesurer de 40 cm à 1 mètre. Donc les fleurs sont disposées en grappes en forme d'épi avec des pétales fusionnés qui s'évasent en 6 lobes pointus. Alors lui, on va le trouver dans les savanes de pins, les tourbières, ainsi que sur les bords de route. Donc de l'est du Canada, sur toute la côte est des États-Unis. Alors un autre Asclepias assez commun, le Asclepias tuberosa. Donc c'est une plante assez variable, avec une souche tubéreuse et avec des tiges érigées, mesurant environ 90 cm. Les fleurs peuvent être jaunâtres, oranges ou rouges. Lui va fleurir d'avril à juin, donc toujours sur sol sec, en plein soleil. On va le trouver dans les champs, les bords de route, les lisières de forêt, on va le trouver dans le sud de l'Amérique du Nord. Alors après, donc là c'était le mont Jefferson, donc c'est un sommet qui mesure 1422 mètres. Il a été nommé en l'honneur de Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis. Donc là pareil, c'est une petite rando, voilà, facile. Donc
Donc là, vous voyez un peu le décor. C'est quelle altitude là? C'est assez haut, non? Ah bah là, on est environ à 1300-1400. Ah, Donc là, vous avez le Calmia latifolia. Alors là, il y en avait énormément aussi là-bas. Donc c'est un arbuste sempervirent de 3 mètres, hein, avec des fleurs roses-rouges à blanches. Et lui, on va le trouver dans les forêts de caducs, souvent parmi les rochers. Donc bien souvent sur sol acide, il pousse à mi-ombre ou plein soleil. Il lui faut un climat frais. Et on va le trouver à l'est de l'Amérique du Nord, du Québec à la Louisiane. Alors là, l'Acer pennsylvanicum. Donc il y a un petit érable qui fait une dizaine de mètres. Et c'est le seul érable à peau de serpent qui n'est pas asiatique. Alors lui, donc voilà, les fleurs deviennent aussi jaunes en automne. Et on va le trouver dans les bois sur sol riche et humide. Donc du Québec jusqu'au Tennessee. Et ainsi qu'en Caroline du Nord et Caroline du Sud. S'il vous plaît. Oui. Un pot de serpent, ça veut dire quoi? Ah bah en fait vous avez l'écorce qui se desquame du tronc. Ah d'accord. Voilà, c'est beaucoup d'érables asiatiques qui sont comme ça. En fait l'écorce aussi est décoratif, quoi. Merci. Alors là vous avez Parmonkia argyrocoma. Donc c'est une plante, alors au début moi, je sais pas trop ce que c'était. Et en fait en y regardant mieux, on s'aperçoit que c'est une cariophyllacée. Donc c'est une plante vivace à tige pivotante et ligneuse. Donc la plante a un port très compact et assez prostré. Donc les fleurs sont disposées en petites grappes denses. Et lui, on va le trouver dans les affleurements rocheux, en particulier au sommet des montagnes de 200 à 1800 mètres au nord-est des États-Unis. C'est pour ça qu'il est dufteux un peu les feuilles. Oui, voilà, oui, c'est assez crassulescent aussi, oui, dufteux. Ouais. Alors là, une petite découverte aussi pendant la rando. Ah, elle est belle. Elle n'était pas très farouche. Oui, Non, on voit. Et t'as bien regardé, hein là. Ah oui, oui, là, il m'avait surveillé. Alors là, vous avez Conopholis americana, donc une orobancacée. Donc c'est donc une plante vivace qui est dépourvue de chlorophylle. Donc la tige est sans feuilles. Donc les tiges sont épaisses et charnues et les fleurs regroupées en épidences. Donc on trouve cette plante donc dans les forêts de hêtres et de chênes. Donc elle parasite en fait les racines du hêtre pour trouver sa nourriture. Comme elle n'a pas de chlorophylle, elle est obligée de compenser en parasitant d'autres plantes. C'est élaboré. Comment ? C'est élaboré. C'est ça. Ouais. Alors un autre rhododendron calendulaceum. Donc lui c'est un rhododendron qui mesure de 1,20 m à 4 m avec des fleurs orange vif à jaune. Donc lui il fleurit fin mai début juin. Et lui on va le trouver dans les forêts de feuillus de 240 à 1800 mètres d'altitude. Donc lui on va le trouver exclusivement dans les massifs des Appalaches. Et il est à l'origine de nombreux cultivars d'azalées. Alors après azalée, c'est un rhododendron les azalées. En français on dit azalée, mais c'est le genre rhododendron. Alors là une super plante, que j'étais trop content de voir là-bas, c'est la silène de Virginie. Silène virginica, donc une vivace qui munie de poils courts et collants sur les tiges avec des fleurs rouges munies d'un long tube. Donc c'est une plante qui mesure entre 30 et 60 cm et on va la trouver en Amérique du Nord jusqu'au sud de l'Ontario au Canada. Donc on va la trouver dans les bois secs ainsi que les talus et sur les bords de route. Et un peu dans les montagnes aussi, elle aime bien un peu l'altitude aussi. Alors aux États-Unis, vous avez beaucoup de marqueurs. Donc là, c'est un marqueur d'azagré. Donc il y a des marqueurs un peu pour tout. C'est des choses sur des batailles de guerre, des événements qui ont eu, des personnages. Donc là, Azagré, qui était un botaniste américain. C'était un disciple et collaborateur de Torrey, un autre botaniste, et il était correspondant de Darwin.
Donc il a joué un rôle important dans la connaissance des plantes d'Amérique du Nord et c'est un des plus grands botanistes du 19e siècle. Donc lui, ce marqueur était situé à Jefferson, donc une petite ville près du mont Jefferson. Alors là, on est à Elk River, donc une rivière. Donc c'est une rivière qui traverse la Caroline du Nord et le Tennessee. Donc une belle petite rivière assez paisible qui finit par une chute d'eau de 18 mètres. Donc là-bas, alors là c'était un peu Disneyland, il y avait beaucoup de monde. Et donc là-bas j'ai vu le Lysimachia quadrifolia, donc une plante de la famille des primulacées. Donc c'est une plante vivace au port dressé qui est rhizomateuse. Elle est composée de 4 à 5 feuilles verticillées avec donc des fleurs penchées sur de fines tiges à l'aisselle des feuilles. Donc avec des fleurs jaunes et voilà, donc là vous avez la fleur en détail et toujours des taches rouges à la base des pétales. Donc lui on va le trouver dans les forêts et les clairières humides au sud-est du Canada et au nord-est et au sud-est des États-Unis. Alors après aux États-Unis il y a beaucoup aussi de lysimac, on en trouve beaucoup. Alors là c'est Grandfather Mountain, donc c'est le sommet là, on y est là, c'est à 1812 mètres d'altitude. Donc c'est un des plus hauts sommets des Blue Ridge Mountains. Alors jusqu'en 2008 c'était une propriété privée. Et il a été revendu à l'État de Caroline du Nord pour 12 millions de dollars. Donc c'est un gros, c'est un complexe, il y a un visitor center, il y a un zoo aussi où il montre un peu la faune du coin. Voilà, donc c'est plutôt quand même sympa. Donc la passerelle elle a été construite en 1952 et on avait une vue, quand c'est dégagé, plus sympa. Voilà, bon ça on peut pas toujours maîtriser. Voilà, avec des belles vues sur les autres montagnes des Blue Ridge Mountains. Alors un autre rhododendron catobiense. Donc c'est un rhododendron qui mesure de 2 à 5 mètres avec des feuilles assez larges et des fleurs violettes claires. Donc lui on va le trouver dans les pentes et les crêtes boisées dans la chaîne de montagne des Appalaches, donc où il est assez restreint dans sa zone géographique. Et plus principalement donc, dans la région de Catawba, d'où son nom d'espèce catobiense. Alors là vous avez un sorbier, Sorbus americana. Donc c'est un arbre d'une dizaine de mètres qui ressemble à notre sorbier, Sorbus ocuparia. Et on va le trouver lui dans les montagnes, autour des forêts et sur les affleurements rocheux. Donc en général sur sol riche et humide et sur sol acide à bien drainé et en plein soleil. Alors là, je sais pas pour ceux qui connaissent le film Forrest Gump, voilà, donc il est passé par là. Quand il court, voilà, quand il fait son jogging qui dure des mois, voilà, il passe par ici. Voilà, une petite dédicace. Bon, moi j'ai pas couru. Donc c'est un film de 1994 avec Tom Hanks. Alors là vous avez Beaver Lake, donc c'est une réserve ornithologique située près d'Asheville, donc qui est gérée par la Audubon Society, donc c'est une société américaine qui gère énormément de sites naturels aux États-Unis. Et ils sont très actifs dans la protection de l'environnement. Donc là vous voyez vous avez le lac. Audubon tu dis? Audubon oui. Donc lui c'est un naturaliste et en fait il était français, il a immigré aux États-Unis et on peut visiter sa maison à Key West. En Floride. Alors bon moi j'aime bien les plantes, j'aime bien les animaux aussi, donc les oiseaux aussi. Alors voilà, donc là vous avez la mésange bicolore, Baeolophus bicolore. Donc une mésange qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Donc là vous avez l'emblème, donc l'oiseau emblème de la Caroline du Nord, le cardinal. Donc Cardinalis cardinalis, lui on va le trouver en Amérique du Nord et en Amérique centrale, un petit et au Canada aussi. Donc là vous avez un pic, donc Triocopus pileatus, le grand pic. Donc lui on va le trouver dans les forêts des grands arbres du Canada et la côte pacifique des États-Unis. Donc là en fait j'y suis allé 2 fois, j'y suis allé une fois le soir et c'était tellement bien que j'y suis retourné à 6h du mat le lendemain. Quand on aime. Voilà. C'était pas les mêmes.
Et donc là, vous avez le héron vert, le Butorides virescens, donc un héron qu'on va trouver en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Oh, il a un peu de vert, oui. Alors, il y a aussi pas mal d'araignées là-bas. Donc là, vous avez Leucoge argira, donc une araignée qu'on va trouver en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Bon, il y avait quand même des plantes. Il y avait la Scutellaria incana, donc une plante vivace à port dressé et assez touffue, avec des fleurs bleu-violet qu'on va trouver dans les forêts sèches à humides, des hautes terres et des forêts de plaine inondables. Donc on va la trouver au centre et à l'est des États-Unis. Alors, qui dit aussi États-Unis, dit Tradescantia. Donc là, vous avez le Tradescantia hoyensis, donc de l'Oyao. Alors, c'est une plante vivace aux tiges ramifiées, un petit peu succulente. Les fleurs sont bleues à violettes, ou roses et rarement blanches. Donc là, on va le trouver dans les sous-bois, les forêts, ainsi que dans les fonds alluviaux. On va le trouver aussi dans les prairies et les zones ouvertes perturbées. Donc de l'Est et centre États-Unis. Alors là, donc c'est le Biltmore Estate, donc c'est la plus grande demeure privée des États-Unis. Ah bon? Donc c'est situé près d'Asheville. C'est la propriété de la famille Vanderbilt, donc qui a fait fortune dans les transports maritimes et ferroviaires. Donc la demeure est inspirée du château de Blois et de la Renaissance française. La construction a commencé en 1888 et a été finie en 1895. Donc de nombreux films ont été tournés comme Forrest Gump, Le Dernier des Mohicans, et donc c'est une propriété qui regroupe 1 million de visiteurs à l'année, 3000 hectares de terrain, 250 pièces, 12 000 mètres carrés habitables. Quand même. Voilà. Bon, ils ne faisaient pas dans la dentelle. La place. Voilà. Je préfère Versailles. Mais il n'y a pas beaucoup de fleurs quand même. Alors attendons un petit peu. Oh, Alors là il y a le jardin, voilà, donc un beau jardin quand même, alors un peu à la française, avec une pièce d'eau, un arboretum aussi, avec des conifères quand même assez intéressants, et donc des serres qu'on voit au loin. Après, moi j'avais hésité, parce que, au début à la conférence il y avait 450 photos, donc je dis et après, moi c'est les plantes les plus propres que j'ai jamais visitées dans un jardin. Dans cette serre là, j'avais jamais vu, il y avait une qualité de présentation que j'ai jamais vu ailleurs dans aucun jardin. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis aussi les photos de cette maison. C'est mieux qu'au Luxembourg. Largement mieux. Non, mais là c'était que des plantes d'exception, sans maladie, vraiment nickel. Quoi. Il y avait de la lutte un peu ou non, Bah, je sais pas. Après ils ont des serres de prod, de production et ils mettent que le plus beau. Quoi. Ouais, et tout était nickel, enfin super propre. Il nettoie quoi là? Comment? C'est nettoyé comment? C'est si propre. Ah bah je sais pas, après ils m'ont pas dit leur secret. Alors là vous avez un Lagestroemia indica dynamite, donc c'est une plante horticole donc qui peut mesurer à 4 mètres de haut et qui flash parce que vous voyez le feuillage pourpre là comme ça claque vraiment beaucoup. Et c'est un Lagestroemia qui peut me résister à moins 15 degrés. Donc on pourrait les mettre sans trop de problèmes en région parisienne. Surtout en ce moment. Oui. Alors là vous avez Kingman's Dome, donc c'est un point d'observation qui est situé dans les Great Smoky Mountains. Donc les Great Smoky Mountains, c'est un parc situé entre la Caroline du Nord et le Tennessee. Il a été inauguré en 1940. Il est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 et il est traversé par le sentier des Appalaches. Donc ça fait 2108 km² et c'est l'une des plus grandes zones protégées des États-Unis. Et il y a 1350 mètres de sentier. Donc là il y a de quoi s'occuper. La tour est située à 2025 mètres d'altitude, ce qui en fait aussi le point culminant des Great Smoky Mountains.
donc avec un panorama assez intéressant. Alors, avant la photo là, c'était dans la brume, hein, on voyait rien. Et voilà, alors, donc smoky, hein, c'est le brouillard hein, en anglais. Et là, on se rend compte bien que ça porte bien son nom, parce que ça a une vitesse aussi, il y a du vent, et voilà, en 2 secondes, on peut, c'est comme ça, et 2 secondes après, on voit plus rien. Quoi. Donc là, il y avait beaucoup de plantes intéressantes là-bas, comme Houstonia serpillifolia. Alors, c'est une plante vivace tapissante avec des tiges très fines et rampantes qui s'enracinent au nœud. Les feuilles sont ovales à rondes, à court pétiole. Les fleurs sont bleues à centre jaune-blanc. C'est en détail. Lui, on va la trouver dans les forêts humides, ainsi que les bords de cours d'eau et les zones herbeuses, ainsi que sur les rochers sointant et les zones humides perturbées. Donc c'est une plante endémique des Appalaches. On va la trouver dans les Appalaches centrales et au sud des Appalaches. Il y a aussi quelques orchidées. Donc là vous avez Platanthera psychodes, donc une orchidée avec des fleurs lilas à violet rosé qui fleurit de juin à août. On la trouve dans les terres herbeuses et les bords de route, donc jusqu'à 2000 mètres d'altitude, et on va la trouver de l'est du Canada et la Caroline du Nord. Alors là vous avez Vaccinium erythrocarpum, donc une plante de la famille des Ericacées. Donc c'est un membre important de la strate arbustive des forêts mixtes de chênes et de bruyères. Donc lui on va la trouver au sud des Appalaches, et donc comme beaucoup de Vaccinium, le fruit est comestible. Enfin la fleur, moi je la trouve super belle. Oui. Délicate. Alors là vous avez Dry Falls, donc c'est une chute d'eau de 20 mètres environ de haut qui vient donc de la Cula Saja River, donc Saja quand même. On connaît. Donc voilà, alors elle, là je suis resté un moment, je l'ai pris un peu. Pourquoi dry fall? Ça veut dire chute sèche? Sèche, oui. Ouais. Je sais trop. Peut-être une période de l'année. Peut-être ça, je t'en dis. Et on peut faire le tour par derrière du coup de la cascade. Alors là c'était un coin, il y avait au moins je sais pas moi 15 cascades sur 100 km². Oui là il y en avait. Donc là c'est la fiche de la conférence. Alors là, donc là on est à la Eva Chandler Heritage Preserve. Donc là on arrive en Caroline du Sud. Donc c'est une réserve qui fait 1,21 km², enfin 1,21 km². Et c'est le lieu de rencontre de 2 plaques tectoniques. Et c'est un milieu, donc ça s'appelle les Cataract Bog. Donc c'est les tourbières de cataracte. Alors c'est un milieu écologique rare qui est formé d'un ruisseau permanent qu'on voit à gauche. Et ce ruisseau permanent il s'écoule sur du granit et il s'écoule vraiment près du bord, où il y a de la terre, donc une tourbière. Et la tourbière hérite d'une zone étroite et linéaire à côté du ruisseau. Et la tourbière est en partie ombragée par la communauté arbustive et arboricole. Donc c'est une communauté assez fragile et on ne trouve que ce genre de communauté que dans le sud des Appalaches, entre 370 mètres et 730 mètres d'altitude. Alors, à gauche, voilà, c'est humide quasiment tout le temps. Et tout à droite, c'était super sec. Et on trouve Anopontia humifusa. Donc c'est vraiment... C'est sec. Pas banal. Donc l'Opontia humifusa, c'est un cactus donc à fleurs jaunes qu'on va trouver à l'est des États-Unis, du Canada à la Floride. Alors en France, on a quelques stations, il s'est naturalisé en France, dans la vallée du Rhône et en Suisse. Donc c'est un cactus qui résiste à -23. Et la pulpe est utilisée par les Indiens pour guérir les morsures de serpents, les blessures et aussi pour lutter contre les rhumatismes. Et on trouve Sarracenia rubra sous-espèce Genesi. Alors en fait, moi, je suis parti, j'étais allé au congrès des plantes carnivores au Jardin botanique de Nancy l'année dernière. Et ça m'a redonné envie d'en revoir en nature, quoi. Donc c'est un peu pour ça que je suis parti là-bas. Donc on verra plus tard une autre une plante emblématique de Caroline.
Et voilà, donc il y avait aussi cette Sarracenia. Hein, donc c'est une Sarracenia qui mesure environ 60 cm de haut. Avec donc les acidies sont les plus hautes et les plus étroites de toutes les autres sous-espèces. Hein, donc dans Rubra, vous avez au moins 8 sous-espèces. Donc elle, on la trouve que sur 10 stations en Caroline du Nord et du Sud. Donc elle est inscrite sur l'annexe 1 de la Convention de Washington et sur la liste américaine des plantes en danger et menacées. Donc là vous avez un détail des fleurs, donc elles sont passées, hein, c'était passé depuis au moins 3 semaines à peu près. Alors les insectes ils sont attirés par une profusion de nectar qui est située sous le capuchon. Et du coup ils s'engouffrent à l'intérieur, ils plongent, hein, et là ils tombent dans un liquide où ils se font digérer par des enzymes. Donc en fait, si vous voulez, les plantes carnivores, en fait, c'est au fur et à mesure de l'évolution, elles n'avaient rien à manger dans le milieu où elles vivaient, donc elles ont transformé leurs feuilles en pièges pour pouvoir se nourrir et faire un manque d'azote qu'elles ne pouvaient pas trouver dans le sol. Alors là, on est au mont Pisgah, donc c'est une montagne des Appalaches avec un sommet à 1742 mètres d'altitude. Alors tout en haut, vous avez une immonde antenne. Voilà. Et bon, par contre, on a un joli décor, hein, voilà, sans regarder l'antenne. Enfin, hop, je vous montre. On voit loin, hein. Ah oui, là on voit très loin. Ouais. Alors, beaucoup de plantes intéressantes aussi dans ce milieu. Donc là, vous avez Amiantium muscitoxicum. Ça, c'est sauvage comme nom. Donc, c'est une plante de la famille des Mélantiacées. Donc une plante vivace à bulbe épais avec des feuilles basales et linéaires, avec une tige non ramifiée qui mesure de 50 cm à 1 mètre, avec donc des grappes de fleurs blanches qui verdissent en vieillissant. Donc les fleurs sont disposées en épis, on va trouver cette plante dans les bois clairs, les marais, ainsi que dans les champs sablonneux à l'est de l'Amérique du Nord. Donc son nom commun est fly poison, donc poison de mouche. Donc ce qui laisse peu de doute hein, quant à la toxicité de la plante. Alors là vous avez aussi une plante assez intéressante, le Medeola virginiana, donc une plante de la famille des Liliacées. Donc c'est une vivace érigée de 20 à 60 cm de haut, qui part d'un tubercule. On a 5 à 11 feuilles verticillées. Donc à mi-hauteur, et un deuxième verticille situé en haut de la tige avec des feuilles plus petites et moins nombreuses. Sous ce verticille, vous avez les fleurs donc qui sont pendantes juste en dessous et de couleur jaune verdâtre. Donc lui, on va le trouver dans les forêts humides sur sol acide à l'est de l'Amérique du Nord et du Canada et la Floride. Alors là, un autre rhododendron que j'aime beaucoup, le rhododendron viscosum. Alors j'en avais planté au jardin botanique à Nancy quand j'étais saisonnier, donc c'était en 2002, on en avait planté en terre de bruyère, et il a une odeur vraiment très particulière. Et j'étais à 10 mètres de la plante et j'ai dit waouh, mais ça sent le rhododendron. Je me suis rappelé de cette odeur 20 ans après quoi. Et boum, en arrivant, je le vois, je suis oh là là, mais comme quoi les odeurs, enfin voilà. Odeur, c'est parfum pour toi? Oui, le parfum. Ouais. Et ça sentait bon alors? Ah ouais, ça sent super bon. Ouais. Ah oui, Comme les insectes. Et donc voilà, je me suis rappelé de l'odeur, que c'était cette plante, donc comme quoi quand on dit les odeurs, je sais pas, des madeleines de la grand-mère, des choses comme ça. Non, moi c'était l'odeur du rhododendron viscosum. Un insecte attiré par les odeurs des plantes. Voilà, bah oui. Donc c'est un rhododendron qui peut faire 5 mètres de haut, avec des fleurs blanches, donc très odorantes, et il va fleurir de juin à août. Lui, on va le trouver dans les marécages, les montagnes riches en brouillard, ainsi que dans les pinèdes de la plaine côtière, au soleil ou à mi-ombre. Donc on va le trouver du Maine à la Géorgie. Alors là, on va quitter les montagnes pour se retrouver dans les Sand Hills région. Donc c'est une région de 16 à 56 km de large, qui s'étend sur 3 États. Donc la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Donc c'est une région avec un sol qui est constitué de nappes de sable et de dunes éoliennes, donc c'est-à-dire des dunes qui bougent avec le vent.
qui sont soufflés par le vent et qui ont été façonnés il y a de 75 000 ans à 6 000 ans. Donc c'est un écosystème qui est entretenu par des incendies maîtrisés de faible intensité. Ceci pour favoriser la reproduction des arbres et des plantes associées. Donc autrefois c'était l'écosystème le plus important de Caroline du Nord. Donc là vous avez une vue d'ensemble de l'endroit. Avec comme plante dominante le Pinus palustris, donc le pin des marais. Alors c'est un pin qui mesure entre 30 et 35 mètres de haut, qui peut mesurer aussi 70 cm de diamètre. Donc alors là vous avez des jeunes, donc l'écorce est brune rougeâtre avec des feuilles vertes disposées par trois. On va le trouver le long de la plaine côtière d'Amérique du Nord. C'est un pin qui peut vivre environ 500 ans. Alors là vous voyez, il a subi un incendie, mais la plante résiste très bien au feu. Alors donc c'est une espèce pyrophyte. Alors en fait le nom d'espèce provient d'un malentendu qui a été initié par le botaniste Philippe Miller. Il a décrit l'espèce en fait après des inondations temporaires d'hiver, donc le sol est marécageux, il poussait dans des marécages, et lui il a cru qu'il poussait vraiment les pieds dans l'eau, d'où le nom Pinus palustris. Alors là vous avez Cletra alnifolia, donc c'est un arbuste qui peut mesurer 2,20 m, avec des rameaux densément pubescents, aux feuilles alternes, avec de nombreuses fleurs disposées en épis. Donc des fleurs de couleur blanche et très parfumées. Lui, on va le trouver dans les tourbières à Sarracenia, ainsi que dans les forêts marécageuses. Et donc on va le trouver de la Nouvelle-Écosse au nord de la Floride. Alors là, vous avez Cuthbertia graminea. Donc avant c'était rangé dans les Tradescantia. Donc voilà, c'est une plante vivace, tiges nombreuses et ramifiées. Donc c'est une grosse touffe dense, avec des feuilles linéaires et herbacées, et des fleurs qui s'ouvrent et se fanent chaque jour. Donc là on va le trouver dans les dunes, les talus et les clairières des forêts sèches sablonneuses. Donc le genre est dédié à Alfred Cuthbert qui était naturaliste au 19e, 20e. Encore un Rexia. Donc là c'est Rexia alifanus, donc une vivace qui fait de 50 cm à 1 mètre de haut, avec des feuilles vert bleuâtres et 3 nervures bien visibles, avec des fleurs roses. Les étamines et les anthères sont jaunes et courbées. Le fruit est en capsule qui s'évase du milieu jusqu'en haut. Alors c'est une plante caractéristique des Sand Hills région. Alors, on va la trouver sur les bords humides des cours d'eau, les pentes d'infiltration et les pinèdes plutôt sèches. Alors là vous avez Lobelia nutali, un joli petit lobelia, donc c'est une plante annuelle, donc au port assez grêle et qui mesure entre 30 et 60 cm de haut. Il y a des petites feuilles avec des fleurs bleues et on a 2 lobes évasés au-dessus et 3 en dessous qui forment une lèvre. Donc lui pareil, pinède humide à mouiller, pente d'infiltration, les forêts, les mares printanières, sur les bords de ruisseaux, sur toute la côte est. Alors là vous avez, excusez-moi, le Sassafras albidum, une plante de la famille des lauracées. Donc c'est un arbre aux feuilles caduques qui mesure 15 à 20 mètres et on a 3 formes de feuilles sur la même plante. Bon bah là on les voit pas. Mais vous pouvez avoir donc des feuilles non lobées, bilobées ou trilobées. Donc lui il prend une petite teinte automnale rouge et jaune ou jaune. Voilà, donc c'est une plante assez intéressante. Et toutes les parties de la plante sont aromatiques. Alors un autre Rexia, donc Rexia mariana sous-espèce Exalbida. Alors lui, donc il est un peu plus petit, il a des fleurs blanches à rosâtres. Et il se différencie de l'espèce par des fleurs plus petites, donc de couleur blanche, à rosâtre et non rose. Et des tiges plus courtes, en général non ramifiées.
Lui, on va le trouver dans les talus humides à sec, ainsi que sur les bords de route, au bord des étangs et dans les mares printanières. Donc sur toute la plaine côtière du sud-est. Alors il y a le fruit là, on le voit bien là, au milieu. Alors là, une petite plante que j'ai beaucoup aimée. Alors moi j'aime bien les trucs, tout ce qui pique. Voilà. Alors là c'est Cnidoscolus stimulosus. Donc c'est une plante de la famille des Euphorbiacées. Donc c'est une vivace dressée au coucher qui mesure environ 50 cm et elle est entièrement recouverte de poils urticants. Donc les feuilles sont palmatillobées, les fleurs sont blanches et donc là vous avez un détail du fruit. Donc elle on va la trouver sur sol sablonneux et sec, dans les broussailles de forêt et de chênes en général et dans les pinèdes. Donc sur les bords de route aussi dans les champs de culture abandonnés. Voilà, alors on l'a trouvé principalement sur la chaîne côtière. Et les poils donc, sont creux et remplis d'une infusion chimique qui provoque des brûlures et produisant des éruptions cutanées. Tout ce que j'ai. C'est ça que vous aimez bien. Ouais. Alors, il y a aussi quelques petites bêtes. Hein. Donc l'Anolis caroliniensis, l'Anolis de Caroline. Donc un lézard d'environ 22 cm De ses queues. qui peut passer du vert au brun en quelques instants et pour différentes raisons. Presque. Donc on le trouve au sud-est des États-Unis, au Mexique ainsi qu'aux Bahamas. Et il est considéré aussi comme animal de compagnie. Alors là vous en avez un autre, donc le même, hein, mais voilà, dans une couleur différente. Et là le sol voilà, qui constitue les sand hills. Donc voilà. C'est du caillou léger avec que du sol. Alors après, donc je suis allé au Carolina Sand Hills National Wildlife Refuge. Donc c'est une réserve hein, située en Caroline du Sud qui mesure environ 183 km². Alors il y avait quelques oiseaux là, donc vous avez Agelaeus phoeniceus. Donc c'est le carouge à épaulettes. Alors lui il vit dans les zones herbeuses. On va le trouver des États-Unis ainsi qu'au Canada. Alors en fait il a des taches rouges sur le corps et quand il est en période de nidification, enfin il sort ses épaulettes et ça fait peur aux autres oiseaux, enfin aux concurrents. Voilà. Alors là vous avez Eriocolon decangulare, donc une plante de la famille des Eriocolacées. Alors c'est une vivace terrestre ou semi-aquatique avec des feuilles épaisses et rigides qui mesurent environ 12 à 30 cm et des tiges simples ou multiples qui peuvent mesurer de 30 à 80 cm. Donc avec des têtes blanches aux sommités de la tige qui sont composées de minuscules fleurs. Donc on va le trouver dans les pentes d'infiltration, les forêts plates humides, les dépressions marécageuses et bien souvent en compagnie de plantes carnivores. On peut le trouver au Mexique ainsi qu'en Amérique centrale. Et aussi on peut l'utiliser en fleuristerie. Alors là vous avez Naphoides cordata, donc une plante de la famille des Meniantacées. Donc c'est une plante aquatique vivace, un rhizome épais, avec des feuilles ovales et cordées, qui sont panachées de brun violet. Donc les fleurs sont blanches et elles fleurissent assez longtemps. On va le trouver dans les étangs à castors, les dépressions naturelles de la Terre-Neuve à la Floride. Alors là, une plante aussi assez sympa, le Lacnanthes caroliniana, donc de la famille des Aemodoracées. Donc c'est une plante vivace à rhizome et à racines qui est de couleur rouge orangée, qui peut mesurer de 30 à 70 cm. C'est une plante assez laineuse, avec des feuilles principalement basales et des fleurs disposées en corymbe. Alors elle, on va la trouver... avant, c'était aussi synonyme de Lacnanthes tinctoria, parce que en fait, c'est aussi une plante qui est utilisée en teinture. Elle est aussi utilisée en homéopathie, et donc voilà, on va la trouver dans les mêmes milieux, des milieux assez humides. Voilà, qui détaille les fleurs. Voilà, tout est assez poilu. Et une autre Sarracenia, donc la Sarracenia flava.
Donc voilà, donc elle mesure de 30 cm à 1 mètre. Elle est vert jaunâtre, avec donc une aile étroite, hein, comme quasiment toutes les Sarracenia, dans le sens de la longueur, hein, sur la face ventrale. Donc un intérieur lisse et brillant, qui glisse et qui est partiellement donc rempli de liquide et de restes d'insectes en décomposition. Voilà, alors c'est une plante qui devient assez rare parce qu'il y a une raréfaction de l'habitat. Et bien souvent, il y a des suppressions des incendies maîtrisées, donc du coup, il y a d'autres plantes qui poussent au détriment de celle-ci. Donc elle, on va la trouver de la plaine côtière du sud-est de la Virginie jusqu'au nord-ouest de la Floride. C'est pareil, hein, il y a au moins une dizaine de sous-espèces. Alors là, vous avez un autre alétris. Ah oui, alors là, on est ailleurs, pardon. Là, on se retrouve donc là, plus vers la côte maintenant. Donc on est à la Francis Marion National Forest. Donc toujours en Caroline du Sud. Donc c'est une réserve qui fait 1070 km² de superficie. Elle a été nommée à l'hommage d'un des héros de guerre de la Révolution américaine, Francis Marion. Alors là, vous avez Aletris aurea. Donc c'est la même plante qu'on a vue avant, mais en jaune. Voilà, donc une plante aussi, moi j'aime bien, c'est assez discret. Et c'est un très bon indicateur des pentes humides et des habitats marécageux. Et on la trouve souvent aussi avec les plantes carnivores. Et aussi voilà, donc, dans les écotones, hein, donc un écotone c'est une zone de transition écologique entre deux écosystèmes. Donc dans les écotones de tête de cours d'eau, donc sur toute la plaine côtière du sud-est. Alors là, un autre Asclepias, lanceolata, donc avec des feuilles vraiment très fines, on le reconnaît assez facilement. Donc il va mesurer entre 90 cm à 1,50 m, et c'est assez discret quand c'est pas en fleurs. Bon, une fois que ça fleurit, on voit que ça. Hein. Donc lui, on va le trouver sur sol humide et pauvre en nutriments, souvent le long des étangs et des ruisseaux, dans les basses clairières et les landes de pins humides. Ah, donc là, c'est un détail des fleurs. Alors là, une plante aussi qu'on voit en masse là-bas, hein, c'est le Rhynchospora colorata, donc une plante de la famille des Cyperacées, qui peut mesurer à 60 cm de haut. Donc l'inflorescence est un groupe dense de petits épis contenant plusieurs petites fleurs. Donc les bractées sont blanches éclatantes, on va le trouver dans les prairies humides maritimes. Et souvent dans des sols aussi qui sont sous l'influence de minéraux salés ou de fragments de coquillages. Donc lui on le trouve de la Virginie jusqu'au Nouveau-Mexique. Et bon, c'est rustique jusqu'à -6. Alors là, donc, vous avez une petite population de Triantha racemosa, donc une plante de la famille des Tophieldaceae. Donc c'est une vivace avec des feuilles principalement basales, une plante qui peut mesurer 70 cm. La plante est entièrement recouverte de glandes granuleuses, blanchâtres, donc avec des fleurs blanches, qui fleurit de juin à août. On la trouve donc dans les écotones de tête de cours d'eau, ainsi que les pentes d'infiltration et les savanes humides. Donc on va la trouver du New Jersey jusqu'au nord-ouest de la Floride. Alors là, une autre orchidée, Plantatera cristata, donc une orchidée qui peut mesurer de 20 à 45 cm avec des fleurs oranges disposées en grappes denses. On va la trouver à proximité des sources, dans les pentes d'infiltration, les chemins et dans les endroits aussi subissant des incendies. Donc de la plaine côtière du sud-est à l'intérieur du pays. Alors là, c'est Pluckea baccharis, donc une plante de la famille des Asteracées. Donc on voit mieux. Alors, elle, on l'appelle vergerette rose en français. Donc c'est une plante de 40 à 60 cm avec donc densément pubescente. Donc des capitules roses, hein, disposées en corymbe. On va la trouver sur la plaine côtière du sud-est jusqu'au Mexique. Alors là, l'Eryngium iucifolium, donc de la famille des Apiacées, hein, une plante donc vivace, hein, qui est solitaire ou qui peut former de petites colonies.
Voilà, une plante assez intéressante avec une tige de 1,20 m de haut, avec des feuilles qui ne manquent pas de piquant non plus. Ah oui, c'est le cas de le dire. Donc on va la trouver dans les forêts de pins Pinus palustris, donc dans des forêts aussi sèches à humides, saisonnièrement, dans les savanes et ainsi que dans les forêts de chênes. Donc lui on va le trouver du New Jersey au Minnesota et vers le sud, donc jusqu'en Floride et au Texas. Alors là, l'hibiscus mosquetos, donc qui est une plante vivace, donc aux tiges multiples qui peut atteindre 2 mètres de haut. Donc là, ça aussi, quand on le voit, il passe pas inaperçu. Donc avec des très belles fleurs blanches avec un centre rouge qui peuvent mesurer 15 cm de diamètre. Donc lui, on va le trouver dans les marais riches en nutriments, dans les étangs à castor et les retenues d'eau et les rives de rivières. On va le trouver du Marineland à l'Indiana et au sud du sud jusqu'à la Floride. Donc après maintenant il y a énormément de cultivars ils en font énormément, il y en a des roses, il y en a de toutes les couleurs. Alors là le Ludwigia virgata, donc une plante de la famille des Onagracées, qui mesure de 30 à 60 cm, avec des feuilles de 2-3 cm de long. Une plante assez intéressante et c'est quasiment la première plante qui pousse après un incendie. Donc une plante plutôt sympa, lequel on va les trouver aussi dans les forêts humides à Pinus palustris, dans les savanes, ainsi que à la marge des sources de cours d'eau. Donc sur toute la plaine côtière des États-Unis. Alors là c'est Centrosema virginianum. Donc c'est une vivace grimpante qui mesure 2 mètres avec une racine pivotante, aux feuilles trifoliées et des fleurs violet-bleu à violet-lavande. Donc son adaptabilité l'a amené dans les jardins, sur les clôtures. Donc sinon on la trouve plutôt sur le bord des routes et les endroits perturbés. Donc à l'origine, on la trouve aussi dans les forêts de pins et de chênes. Donc du New Jersey au sud de la Floride. Alors là c'est Angel Oak, donc c'est un chêne assez ancien qui se trouve pas loin de Charleston en Caroline du Sud. Alors moi des fois j'aime pas quand il y a des gens, mais là c'est bien parce que ça vous fait les chênes. Oui, là on voit la différence. Donc c'est le Quercus virginiana. Donc c'est un chêne aux feuilles subpersistantes, donc les feuilles se renouvelleront au printemps suivant. Donc qui est différent de marcescent, où les feuilles vraiment brunissent et tombent au printemps, que là les feuilles vertes tombent directement. Donc il a un port étalé, il peut mesurer de 15 à 35 mètres de haut pour 20 à 30 mètres de large. Donc on va le trouver sur tout le sud-est des États-Unis, jusqu'à 100 km dans les terres. Donc c'est un bois assez dur et très résistant. Donc lui il a environ 700 ans. Et sa branche la plus longue mesure 56 mètres. Donc c'est un arbre qui résiste très bien au feu, aux ouragans, aux inondations occasionnelles, au brouillard salin et à la salinité modérée du sol. Bon, vraiment. Et là où il fallait. C'est pas ça, donc là vous avez à l'envers à Wendo Savannah. Donc là c'est pareil, une forêt de Pinus palustris qui est entretenue aussi par le feu. Donc c'est une réserve qui fait 5 hectares et il y a quand même 399 espèces de plantes sur cette surface. Donc c'est quand même pas rien. Voilà un peu le décor de l'endroit. Alors, un petit papillon, Papilio trollius, il fait 7-10 cm. Donc on va le trouver, la chenille elle vit sur les sassafras, sur les lyriodendrons et les Magnolia virginiana. On le trouve du sud-est du Canada et ainsi qu'aux États-Unis. Alors là vous avez Celitemis elisa, donc, alors une libellule de 5,5 cm. On va la trouver sur l'ensemble de la côte jusqu'au centre des États-Unis ainsi qu'au Canada. Non mais le bougeait pas, non, ça était calme.
Voilà. Mhm. Alors là, vous avez Hypoxis hirsuta, donc une plante de la famille des Hypoxiadaceae. Donc c'est une vivace bulbeuse aux racines charnues. On va avec des fleurs blanches à 3 sépales, 3 pétales identiques. Donc on va la trouver dans les forêts de chênes et de carriers dans les hautes terres et aussi dans les forêts de Pinus palustris juste du sud du Canada au sud des États-Unis. Alors là vous avez Rexia lutea, donc encore un autre Rexia qui mesure environ 50 cm de haut avec des feuilles opposées vert foncé. Fleurs jaunes, lui on va le trouver dans les marges humides des sources et des pentes d'infiltration, ainsi que dans les savanes de pins, sur toute la plaine côtière. Alors encore une belle population donc, de Sarracenia flava. C'est une collection. Donc la plante en elle-même, elle est très variable. La variabilité ne va pas mener à une sous-espèce, mais voilà, il peut y avoir vraiment différentes. Oh bah décidément. Il peut y avoir vraiment différentes différences de couleurs. Donc là, bon, vous avez Polygala lutea. Voilà, donc là, moi ça m'allait bien. Donc là, c'est une plante aussi qu'on trouve assez souvent là-bas. C'est une plante aux feuilles basilières qui forme une rosette avec des fleurs disposées en capitules dense orange. Assez vif et rarement jaune. Elle fleurit d'avril à juillet. Donc elle pousse souvent aussi avec les plantes carnivores. Et elle, on va la trouver donc, du sud-est de la Caroline du Nord jusqu'à la Floride. Et elle remonte un peu aussi jusqu'à toute la côte est. Voilà, un détail. Alors il y avait aussi pas mal de polygala aux États-Unis. Voilà, alors là, après, c'est vrai que de loin, voilà, quand on est de près, on voit vraiment les fleurs. C'est incroyable. Faut mettre le nez dessus. Quoi. Mhm. Oh, C'est bien. Ouais. ah ouais, bon. Alors là, c'est Sarracenia minor, encore une autre plante carnivore. Donc elle va mesurer 25-50 cm avec des feuilles vertes teintées de rouge et des taches blanches sur les parties supérieures. Donc ce qui fait un office de fenêtre. Donc l'insecte il va rentrer dedans, il dit, il voit ces taches blanches, il dit je peux ressortir par là, eh ben non tu peux pas, paf, il tombe dedans et il tombe à l'intérieur de la plante et là du coup il se fait digérer. Voilà donc le capuchon est, Oui, il est bien fermé. est voilà, fortement recourbé. Mhm. Voilà donc avec des fleurs solitaires jaunes et lui et elle on va la trouver donc, dans les savanes de pin. Donc là on voit bien la fenêtre. Ah oui, c'est fou. Mhm. Donc dans les pentes sointantes, les tourbières donc sur la plaine côtière du sud-est, donc de la Caroline du Nord au centre de la Floride. Donc c'est quand même des zones, voilà, on n'en voit pas partout non plus. Ah, là. Ah, tiens, c'est qui lui? Donc là c'était à Cartwell Bay, donc c'est une petite rando de 5 km voilà, où il y a une savane de pins, toujours en Caroline du Sud. Oui. Puis là, moi j'avais le nez dans les plantes, il y avait des Drosera, et là, puis d'un coup j'ai la tête, oh là, ça prend. Donc là c'est con parce que j'avais mon macro et après j'aurais voulu le faire avec un objectif un peu plus gros pour l'avoir mieux. Mais bon, après il est parti, le temps que je change d'objectif, il était parti. Donc c'est un serpent qui fait environ 1 mètre qu'on va trouver au Canada, USA et Il a l'air plus Mexique. grand, oui. Il a l'air plus grand qu'un mètre. Ah oui. Celui-là, c'est un big one. Alors là on a Sabassia difformis, donc une plante de la famille des Gentianacées qui mesure environ 30 cm à 1 mètre, donc avec des fleurs blanches, et c'est un bon indicateur aussi de la présence de plantes carnivores. Donc on va les trouver sur les bords humides des cours d'eau, ainsi que sur les pentes d'infiltration, les forêts plates de pins et dans les savanes, sur toute la plaine côtière du sud-est. Alors là, voilà, donc j'avais mis dans les Drosera, donc Drosera intermédia. Donc une Drosera donc de 7,5 à 15 cm, donc avec des feuilles recouvertes de poils à l'extrémité glandulaire. Donc la taille de la plante lui permet d'attraper des mouches, des libellules, des papillons parmi les plus grosses proies.
Donc elle, on va la trouver donc sur les rives d'étangs à Castor, les sols tourbeux et boueux, les plus humides, hein, et dans les têtes de cours d'eau aussi marécageuses. Alors elle a une aire de répartition assez importante, on va la trouver de Terre-Neuve à la Floride, ainsi qu'à Cuba, au Venezuela et en Guyane. Alors là, le Sabassia angularis, donc lui, voilà, c'est un autre Sabassia mais à fleurs roses. Donc là, les Sabassia aussi, il y en a pas mal en Floride aussi, d'autres espèces. Donc lui, il est annuel à bisannuel, avec un port érigé, il peut mesurer 60 cm, avec des fleurs donc roses, parfois blanches. Et on va le trouver dans les forêts, les marais, les champs du centre à l'est des États-Unis. Voilà, les feuilles argent, c'est des très belles fleurs, vraiment une belle plante. Alors là, vous avez la B.W. Wells Savannah, donc c'est une réserve de 700 m² à peu près, avec un sol riche en limon et en sable très fin, et donc qui se draine très très mal. Donc c'est dédié à l'écologiste Bertram Whittier Wells, qui était né en 1984 et décédé en 1978, qui était l'auteur de Natural Garden. Donc c'est un livre où il relie le jardinage domestique au monde naturel. Donc voilà, essayer de faire une association des deux, et c'est un livre qui a énormément de succès. Il était aussi professeur à Harvard de botanique. Donc voilà, pas un rigolo quand même. Et donc voilà, ils ont fait une réserve. Alors là, c'est là j'ai dû signer 3 pages de décharge pour visiter là. Là, si je me faisais manger par un alligator, j'attaquais pas la réserve. Si mes habits étaient sales, bah non plus. Enfin voilà, bref, c'était vraiment tout un programme pour aller là-bas. Et on m'a donné les coordonnées GPS au dernier moment pour y aller, quoi. Donc, c'est garder secret. Confiance. Voilà. Et donc bizarrement, donc la demoiselle à qui je correspondais m'a dit que où il y avait le plus de plantes, c'était sous ces charmantes choses. Parce qu'en fait, comme c'est très dégagé, il y a énormément de plantes qui poussent en dessous. Donc c'était là qu'il y avait les plantes les plus intéressantes. Voilà, et en plus, non, elle avait pas. Des bons conseils alors. Voilà. Donc là, on voit beaucoup de Sarracenia. Voilà, on en voit pas mal. Alors là, donc on a Zygadenus glaverinus. Voilà, on le voit là. Donc une plante de la famille des Melanthiacées. Donc c'est une vivace solitaire qui peut former de petites colonies qui mesurent de 50 cm à 80 cm, avec des fleurs en inflorescence terminale disposées en épis. Voilà, donc des belles fleurs aussi, plutôt sympa. Et la plante, elle contient des alcaloïdes toxiques donc, qui n'ont pas été très étudiés pour le moment. Donc on va la trouver dans les pentes d'infiltration, les tourbières à Sarracenia, dans les marges de sources de ruisseaux, donc sur toute la plaine côtière du sud-est, et ainsi que du sud-est jusqu'au Mississippi. Alors là vous avez un autre polygala, Ramosa, donc il est assez petit, assez discret, des fois il pousse dans l'herbe, on a un peu du mal à le voir. Donc c'est une bisannuelle de 10-30 cm, avec des rosettes aplaties. Donc avec des fleurs jaunes en capitule qui sont assez denses. Donc lui il fleurit de juin à août dans les écotones de têtes de cours d'eau, les pentes d'infiltration, les savanes humides, sur toute la plaine côtière du sud. Alors, une autre Sarracenia, donc c'est une flava mais une sous-espèce Cuprea. Donc on la reconnaît au capuchon qui est couleur bronze alors que l'espèce type est verte. Donc c'est comme ça qu'elle se définit la sous-espèce. C'est vraiment original. Alors j'étais super content, moi quand je voyais ça j'étais fin fou. Je m'en doute. Aussi la reconnaître. Alors là c'est Green Swamp Preserve, donc je vous garde le meilleur pour la fin. Donc c'est une réserve de 4,5 km² constituée de savane de pins qui est aussi entretenue par le feu. Donc à l'entrée de la réserve vous avez un petit étang, voilà que voici. Et encore des papillons, un papilio palamedes, donc c'est un papillon de 13 cm là, qu'on va trouver au sud-est des États-Unis et au Mexique. Il est beau. Oui. Magnifique.
Des petites araignées aussi, Gasteracantha cancruiformis, donc c'est une araignée originaire d'Amérique du Nord, du Sud et d'Amérique centrale. Et Alors, la tête est où? J'étais où? J'étais Non, la pas... tête. Ah, la tête elle est devant, en bas. Non, parce qu'elle a des yeux partout alors. Alors bah, j'ai pas mis de... Enfin bon, on peut pas tout mettre, hein, mais il y avait une réserve aussi, on était obligé de marcher la main en avant parce qu'il y avait tellement de toiles d'araignée qu'on en avait partout. Puis c'était... Alors là, c'était... Bon, pour la peste, c'est des araignées comme ça quand même. Donc là, il fallait marcher le bras comme ça, parce que sinon j'aurais été tout blanc quoi, de poils, de toile. Quoi. Alors là, vous avez donc une chenille qui a été parasitée par une guêpe. Donc c'est des Cotisia, alors j'ai mis Confer congesta parce que bon, c'est pas évident. Donc c'était celle qui vivait à cet endroit. Donc la guêpe pond les œufs sur la chenille et après les larves mangent la chenille de l'intérieur. Ça dégoûte. Ah oui, C'est la nature. voilà. Alors là, vous avez Amorpha herbacea, donc un petit arbuste de la famille des Fabacées, donc à tige unique ou multiple qui est densément pubescent. Il peut mesurer jusqu'à 1,50 m et donc il a des petites fleurs blanches très nombreuses, disposées en épis terminaux de 20 cm. Donc lui, on va le trouver dans les forêts de pins des marais, les forêts plates qui brûlent régulièrement, sur toute la plaine côtière de l'est de la Caroline du Nord à l'est de la Géorgie et jusqu'au centre de la Floride. Encore une autre Sarracenia, donc là c'est Purpurea. Donc voilà. Alors là pareil, une énorme gamme de sous-espèces, il doit y avoir au moins 10 sous-espèces. Puis des fois c'est pas toujours évident de les reconnaître. Alors, j'ai eu de la chance, là c'était le type, donc tant mieux. Voilà, donc bon, vous voyez, il y a de nombreux poils, alors on voit peut-être pas trop là, À l'intérieur. sur les capuchons. Donc toujours les fleurs des Sarracenia, c'est composé de 5 pétales. Donc c'est une plante assez abondante en Caroline du Nord et du Sud. Voilà, vous avez le vestige de fleurs. Voilà, elle, on va la trouver dans les marges de têtes de cours d'eau qui sont bien brûlées. Et les pentes d'infiltration et les marges de retenue. Donc elle, pareil, elle a une répartition assez large, on va la trouver de l'Amérique du Nord, donc du Canada à la Floride. Et il y a quelques stations en Suisse où elle s'est naturalisée aussi, dans les montagnes. Voilà, enfin, moi, j'étais pareil content. Alors là, vous avez Calopogon tuberosus, donc une orchidée. Donc une orchidée vivace qui est glabre et à corme arrondi. Donc la corme, en fait, c'est une base charnue en forme de bulbe. Donc c'est une orchidée qui peut mesurer 1 mètre de haut, avec des feuilles, une feuille simple dressée de 30 à 70 cm et des fleurs violet à rose, avec souvent un point blanchâtre sur la lèvre. Donc la plante survit mieux quand elle est brûlée. Donc on va la trouver dans les pentes sointantes, les savanes humides, le bord de routes humides, de la terre neuve jusqu'au centre de la Floride. Voilà, donc là vous avez un détail. Et le clou du voyage. Ça manquait ça. Voilà. Donc la Dionea muscipula, donc de la famille des Droseraceae. Donc c'est une vivace à tige souterraine. Et la souterraine est bulbeuse. Donc elle a des feuilles basilières de forme unique. Donc la face interne est garnie de poils sensitifs. Donc il y a 3 poils sensitifs disposés en triangle. Et ces poils sont entourés de glandes digestives. Donc la bordure de chaque lobe présente un liseré vert qui est garni aussi de glandes nectarifères qui attirent les insectes. Les feuilles sont bordées de 15 à 20 dents qui s'imbriquent les unes dans les autres quand elles se ferment. Alors les fleurs sont blanches, avec 5 pétales blancs veinés de brun clair. Et les graines, donc là j'ai eu de la chance de voir tout. Voilà des graines noires brillantes,
Donc elle, on va les trouver dans les savanes humides, les suintements de dunes. Voilà, alors là on voit les 3 poils à droite là. Voilà, donc dans les tourbières, donc elles poussent souvent entourées avec des herbes autour d'elles. Hein, donc des fois c'est pas toujours évident de la voir. Donc souvent dans des sols à pH de 3,5 à 4,9, donc assez acide. Elle est très tolérante au feu. Et on va la trouver donc en Caroline du Sud et du Nord, sur 100 km autour de Wilmington, c'est une ville de Caroline du Sud. Donc du Caroline du Nord, pardon. Il faut 7 ans de graine à graine pour la plante. Qu'elle pousse. Alors là, vous voyez, donc vous avez différentes couleurs hein, sur une même plante, hein, il peut y avoir différentes couleurs. Alors moi, c'est ces plantes-là qui m'ont mené dans le monde végétal hein, quand j'avais 12-13 ans. Avant, moi j'étais aquariophilie et c'est les plantes carnivores qui m'ont fait basculer dans les plantes. Voilà, c'était un peu un hommage d'aller les voir. Ah bah là on les voit bien les poils là, à gauche. Donc il suffit que l'insecte touche 2 poils sur 3 pour que le piège se referme. Après le piège, donc ça je pourrais vous en parler pendant des jours. Le piège, une fois qu'il a traqué 3 fois, il meurt, il sèche. Ouais. Oui, Marie. Il ne faut pas qu'elle ait d'indigestion. Oui, c'est ça. Rouge comme On ça, dirait les dis donc, pastèques. Voilà. Une pastèque, oui, si tu veux. Alors pareil, hein, c'est une plante il y a eu de nombreux mythes par rapport à cette plante. Alors après, moi j'adore aussi tout ce qui est un peu bizarre. Donc je suis allé visiter le Cryptozoology and Paranormal Museum. Hein, donc c'est un musée vraiment axé sur le Bigfoot. Oui. Donc voilà, c'est le Sasquatch, le Bigfoot, hein, ou le Yeti en Asie. Hein, c'est un peu le même personnage. Donc voilà, il y avait des moulages de pieds, hein, donc avec la date et tout. Hein, Il chose du combien, lui? du grand. Hein. Des poils. Aussi. Et la femme de mes rêves. Ah oui, Une belle chimère. Toi qui aimes les poissons. Donc c'est une sirène des Fidji. Hein, donc les sirènes des Fidji en général, donc c'est composé d'un corps de poisson et d'une tête de singe. Oui. Bon, j'espère que vous ne ferez pas de cauchemar. Et voilà, donc en fait, donc c'était souvent, au début ça a été montré dans des cirques Barnum en étant quelque chose de réel. Et voilà. Donc après il y a plusieurs grands artistes qui en ont fait. Il y a Ensor, c'était un peintre belge, il en a fait. Dali aussi, il en a fait. Voilà. Voilà, c'est sur cette belle demoiselle que se finit cette conférence. Bravo.